Dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Sabine Rabourdin, professeure de méditation et de yoga, ingénieure et diplômée en ethnoécologie, auteure de plusieurs ouvrages et essais. Bonjour Sabine, et merci d'avoir accepté mon invitation. Je souhaitais vous recevoir parce que vous m'avez été recommandé par l'un de mes maîtres de méditation, et en fait c'est surtout un ami, Pierre Bourges, qui m'a donné les liens de votre site internet. Et donc je suis allé voir, et j'ai trouvé votre approche pluridisciplinaire de l'étude et de la transmission euh, d'outils permettant d'appréhender sa nature véritable. J'ai trouvé ça passionnant. De la physique quantique, en passant par la philosophie de la conscience, l'écologie, la pratique corporelle et spirituelle. Je trouve que vous abordez l'étude et l'expérience du réel par ces différentes facettes, sans vous limiter à une seule approche. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous recevoir. Et dans un premier temps, avant d'aborder quelques-uns de ces thèmes, est-ce que vous pourriez vous présenter, parler de votre parcours, qu'il soit académique et spirituel, et vos enseignants et influences? Merci déjà de m'inviter, je suis honorée. Et surtout aussi de dire que vous appréciez l'approche multidisciplinaire, parce que des fois, c'est vrai que ça peut aussi effrayer d'avoir une pluralité d'approches. Donc, je suis ravie que ça vous intéresse. Alors, mon parcours, donc si je me limite au parcours lié en fait à la méditation, au yoga, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, j'avais 15 ans, je pense. Donc, je farfouillais dans les bibliothèques pour aller voir les livres sur le bouddhisme, et je ne savais pas trop pourquoi, mais ça m'attirait beaucoup. Mais en fait, j'étais plutôt destinée, en tout cas par ma famille, à faire des études, et j'ai fait des études du coup de physique, donc physique fondamentale. C'est pour ça que du coup j'ai pu approcher la physique quantique. Mais en parallèle de ces études, en fait, j'ai continué à m'intéresser aux spiritualités orientales, et puis je me suis mise au yoga. Et puis quand j'avais 18 ans, je me suis dit, mais un jour je serai prof de yoga, c'est tellement bien ce métier, on fait du bien aux autres. Et puis j'avais essayé pas mal d'autres disciplines comme le tai chi, le qigong, mais je trouvais que dans le yoga, il y avait vraiment une pluralité d'approches. Et comme vous avez remarqué, j'aime bien la pluralité d'approches. Dans le yoga, il y avait à la fois l'aspect philosophique, et puis l'aspect corporel, l'aspect souffle et l'aspect spirituel. Et du coup, je trouvais que c'était très complet, et moi, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai continué sur cette voie, mais j'ai travaillé en parallèle, et j'ai fini par me former pour être enseignante de yoga, j'avais 28 ans. Et en fait, c'est aussi une époque où j'ai un peu changé de métier, c'est-à-dire j'ai quitté la physique pour aller vers l'anthropologie. Et du coup, j'ai fait de l'anthropologie des sciences et de l'environnement. Et du coup, j'ai essayé de faire vraiment un lien avec l'écologie, parce que je me rendais compte qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau planétaire pour faire bouger les choses. Alors en fait, c'est venu plutôt l'écologie, parce qu'à 20 ans, j'ai commencé à orienter la physique vers plutôt l'aspect environnement, donc changement climatique notamment. J'ai travaillé sur le changement climatique, et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas forcément faire bouger les gens en travaillant sur des choses techniques, mais qu'il fallait prendre l'approche conscience. En fait, il fallait changer les consciences pour que les gens changent leur rapport à la nature. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé justement grâce à l'anthropologie aussi sur le rapport à la nature, et puis grâce au yoga et en fait à la philosophie orientale sur l'histoire de la conscience. Et tout ça, ça a fait plein de ponts, et je me suis vraiment découvert plein de passions entre l'écologie, les états de conscience, la spiritualité, la philosophie. Et après, quand même, pour faire un lien avec la physique quantique toujours, j'ai refait une thèse, parce que c'était des questions qui me taraudaient depuis longtemps sur essayer de comprendre mieux la physique quantique. Et j'ai fait une thèse en fait qui m'a permis de réunir à la fois mon intérêt pour le yoga et la philosophie du yoga et la physique quantique, puisque j'ai étudié en fait les physiciens indiens et les physiciens français et leur interprétation du réel et de la physique quantique liée en fait à leur culture et à leur conception du monde. Donc j'ai pu vraiment creuser ces deux questions-là. Et puis en parallèle de ça, au niveau de la méditation, j'ai approfondi de plus en plus.
finalement, je suis allée vers de plus en plus un yoga méditatif, même si j'adore toujours le côté corporel qui me manque parfois dans la méditation pure. Du coup, j'ai vraiment quand même approfondi parce que dans l'approche de yoga telle qu'on m'a été enseignée, il y avait assez peu d'approfondissement sur la méditation. Donc là, je me suis rapprochée d'enseignants bouddhistes, et en particulier Mingyo Rinpoche, qui finalement m'a beaucoup plu, et du coup, je me suis formée pour animer des groupes de méditation. Et voilà, donc j'approfondis son approche, qui est une approche Dzogchen, en fait, Vajrayana, et qui me passionne aussi beaucoup. Voilà, en gros. Après, j'ai eu beaucoup d'autres enseignants. Alors en yoga, j'ai eu François Lorrain, ça a été mon formateur, qui est issu de la lignée de Desikachar, qui était le fils de Krishnamacharya. Et puis, j'ai eu Walter Ruta aussi, qui a été un enseignant très important pour moi, qui est un disciple de Sri Satchitananda, avec une approche du yoga complètement différente de celle que j'avais pu avoir avec François Lorrain, mais les deux sont vraiment, se sont enrichis l'une l'autre. Voilà, pour faire court, mais évidemment, j'ai eu beaucoup d'autres inspirations avec d'autres enseignants. Mais mes principaux, ça reste quand même Mingyo Rinpoche et puis François Lorrain. D'accord. Donc, on est quand même sur de la rockstar, un peu, comme maître, c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, vous êtes essentiellement, alors si j'ai bien compris, professeur de yoga et de méditation. Alors, je suis toujours anthropologue, on Toujours? va dire, D'accord. en même temps, et toujours sur la relation homme-nature, sur la transition écologique. Parce qu'en fait, je n'ai pas voulu faire prof de yoga à plein temps pour ne pas risquer d'être saturée. Mmh. Parce qu'en fait, quand on en fait un métier, j'avais peur, moi, finalement, d'en faire une usine avec des cours qui s'enchaînent et de plus vraiment être dans l'approche du yoga. Donc, je l'ai toujours fait un peu comme un à côté. En tout cas, au niveau professionnel, pas au niveau de l'intérêt, parce que c'était vraiment ça qui m'intéresse le plus. Mais depuis 1 an et demi, en fait, j'ai cofondé avec d'autres formateurs un institut de formation pour les enseignants de yoga, qui s'appelle l'Institut Fusis, dans lequel justement on veut faire ces liens-là entre à la fois la science, l'écologie et les états de conscience. Donc c'est une formation de prof de yoga assez pluridisciplinaire, on va dire, qui nous semblait manquer en fait dans le paysage qu'on avait autour de nous. Donc on s'est dit que ça valait le coup de monter cet institut-là qui est tout neuf. Donc en plus il y a eu le confinement, donc il y a pas mal de projets qu'on voulait monter qui ont été un peu ralentis, mais en tout cas plein de projets. Oui, c'est cette approche avec ce concept de la nature, le rapport à la nature, l'écologie, le fait que rien ne soit séparé, en fait, et que tout est interdépendant. C'est un petit peu ce que je ressors de ce que vous me dites. C'est très, on va dire, bouddhiste, en fait, comme façon de voir les choses, et c'est très axé sur ce concept de vacuité, donc d'interdépendance, et le fait que chaque chose a un impact sur les autres, et qu'on ne peut pas vivre dans une île séparée de son environnement. Tout Est-ce à que fait. vous, est-ce que justement, vous pourriez m'exposer un petit peu plus votre approche particulière de la pratique spirituelle, donc du yoga et de la méditation, et notamment sur votre façon de pratiquer ces voies et de les transmettre. C'est-à-dire, est-ce que il y a quand vous transmettez cela, il y a une dimension aussi un peu plus large que la transmission purement technique de techniques de yoga ou de méditation qui peuvent se pratiquer aussi de façon purement, je dirais, sans aucun élément de contexte, comme on peut retrouver dans la mindfulness aujourd'hui. Est-ce que vous le transmettez avec justement tout ce contexte de la philosophie indo-tibétaine, on va dire? Ouais, parce qu'il me passionne ce contexte, j'ai envie de l'approfondir et de le transmettre.
Et j'ai trouvé que finalement, un des bons moyens, c'était de s'appuyer sur les Yoga Sutras. C'est ce que font alors plusieurs enseignants de yoga, avoir vraiment les Yoga Sutras comme un fil directeur. Et moi, plus j'approfondis les Yoga Sutras, plus je les trouve vraiment exceptionnels, comme justement fil directeur. Comme sutra, ça veut dire fil, c'est parfait. Et donc souvent, dans les séances de yoga ou même dans la formation, j'essaie de faire le lien entre la pratique et cet enseignement-là. Et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment, un sutra peut vraiment ouvrir plein de portes. Alors je sais pas si vous connaissez, les Yoga Sutras, mais il y a 4 grands chapitres, et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a vraiment des liens entre les Yoga Sutras et justement l'approche, de Mingyur Rinpoche, par exemple, sur, finalement, c'est une approche tantrique. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire bouddhisme tantrique. Il y a vraiment énormément de liens et je trouve ça super que ça soit cohérent, en fait, que mes pratiques de méditation dans l'approche bouddhiste, en fait, m'éclairent davantage encore sur les Yoga Sutras. Et en fait, ouais, souvent, je vais prendre un sutra et je vais le proposer, en expérience, à la fois pour la pratique posturale ou respiratoire et aussi, ben, comme une réflexion plus large sur le quotidien, parce qu'on peut vraiment appliquer ça dans le quotidien. Chaque sutra va nous inviter à voir le monde un peu différemment. Je vais vous en donner un par exemple, lorsque le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Donc c'est un exemple qu'on peut à la fois, essayer de pratiquer sur le tapis, mais aussi dans la vie quotidienne. Le désir de prendre, c'est le fait de vouloir contrôler, de vouloir saisir les choses et de ne pas les laisser être, dans leur côté naturel. Heu et du coup, de vouloir toujours transformer, d'être toujours un peu aussi insatisfait, de que ça soit pas comme on veut. Et donc on peut le faire dans la posture, se dire: «Bah oui, mais en fait, là, je suis en train de faire une posture, elle est pas parfaite, elle est pas comme je voudrais, mais est-ce que je peux lâcher quelque chose?» Et au moment où je lâche, en fait, je me rends compte qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître, qui peut être, justement cet état de clarté, cet état d'ouverture, d'abandon aussi. Et puis après, on peut l'appliquer dans le quotidien, à se dire: «Mais en fait, là, est-ce que je veux vraiment transformer les choses? Pourquoi j'accepte pas que les gens, se comportent pas comme je voudrais? Et si je lâchais un peu, et ben, je me rendrais compte que là, il y a quelque chose qui va se passer, les joyaux vont apparaître». Donc c'est ce genre de voilà, de petites phrases qui en fait, peuvent guider les gens dans leur pratique. Et moi, au niveau personnel, je m'en sers aussi beaucoup des Yoga Sutras comme support de méditation, et notamment le chapitre 3, qui est un chapitre qui est très, très peu enseigné. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé d'enseignants qui me l'ont, enseigné, donc je m'y suis mise un peu toute seule. Il est un peu tabou comme chapitre parce qu'en fait, c'est le chapitre sur les pouvoirs. Mmh. Ça s'appelle, les pouvoirs, et effectivement, c'est des pratiques qui permettent de développer certaines capacités. Mais à la fin du chapitre, on nous dit: «Bah, en fait, tous ces pouvoirs, OK, c'est pas le but en soi, à un moment, enfin, il faut les lâcher, en fait, parce que c'est la libération, finalement, l'objectif». Et là, après, on arrive au 4e chapitre. Mais je pense que s'il est là, ce 3e chapitre, c'est pas par hasard, c'est qu'il permet aussi d'expérimenter des pouvoirs de la conscience, en fait. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il donne beaucoup de supports de méditation. Et donc moi, par exemple, je vais prendre, un sutra et pendant un mois, je vais m'en servir comme support de méditation. C'est des supports très variés, très variés. Par exemple, ça peut être des supports sur, les sens, sur le goût, l'ouïe, ça peut être un support sur, des parties du corps comme, le chakra du nombril, ça peut être, l'espace, ça peut être, les conditionnements, ça peut être, les étoiles, enfin ouais, la légèreté aussi, des concepts comme la légèreté. Et puis donc méditer sur, ces supports permet de les voir complètement différemment. Et puis surtout, ben, dans l'approche, bouddhiste aussi, le travail sur les supports permet aussi de se détacher. Au moment où en fait on s'unit au support, il y a un relâchement qui se fait et du coup une perception plus large. Voilà, donc c'est, double avantage, à la fois développer on va dire des capacités, même si c'est pas forcément, le but, et en même temps de pouvoir, se détacher et avoir une vision plus large. Ça, Donc ouais, franchement, ça me fait c'est penser un petit fil peu conducteur. dans le bouddhisme, tibétain, notamment sur le chemin de Samatha, donc c'est la voie de la concentration avec plusieurs étapes et une certaine étape, ce qui est précisé, c'est qu'on peut développer certains pouvoirs, qu'on appelle les siddhis, notamment.
mais qu'il ne faut pas s'y attacher parce que ce ne sont que des phénomènes qui ne sont pas la réalisation, mais qu'on peut développer. Et donc, voilà, c'était juste. Ouais, bah, c'est tout à fait ça. C'est les CIDI et c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas vraiment enseignés. J'imagine parce qu'il y a ce risque que les gens s'attachent à ces sortes de pouvoirs. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment une étape intéressante parce que ça offre plein de supports possibles. Et à la fin, en fait, cette multiplicité des supports, on se rend compte qu'on peut appliquer, donc shamatha, justement, le fait de s'unir en fait avec le support. Et ben, en fait, on peut l'appliquer sur n'importe quoi dans la vie quotidienne. On peut l'appliquer sur le fait d'être en train de parler, d'être en train de penser, d'être en train de ressentir, de regarder un écran. Alors, vous abordiez tout à l'heure euh, le bouddhisme tantrique. euh, et ça me donne une transition idéale sur votre pratique de Tummo et du yoga du feu intérieur tibétain. Alors, est-ce que vous pourriez nous exposer ce que c'est en réalité et faire une petite revue de comment est-ce que ça se pratique et comment est-ce que vous en êtes arrivé en fait à étudier cette pratique parce que c'est quand même une pratique qui est réputée. Alors quand on est un petit peu très attaché aux formes et aux traditions, qui est réputée secrète, où dans la transmission doit se faire d'une certaine façon. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas du tout dans cette perspective-là, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être vu comme ça. Donc, comment est-ce que vous avez eu la chance, quelque part, de pouvoir avoir accès à cet enseignement et voilà, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que c'est que Tummo pour vous? Mmh. Et ben, en fait, c'est un peu par hasard que je suis tombée sur le Tummo parce que mon compagnon, était, très sensible au froid. Il adorait la montagne, mais il avait souvent des chutes de tension et même il pouvait tomber dans les pommes parce qu'il avait, syndrome, comment ça s'appelle? Où en fait on n'a plus de sang au bout des doigts, de pieds et de mains et du coup, bah, le cœur à un moment il dit: «OK», il tombe dans les pommes. Donc c'était un peu compliqué sur la montagne, donc il s'est intéressé en fait, bah, à comment gérer le froid et puis, ben, comme il savait que j'aimais beaucoup le yoga, il m'a dit: «Tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui enseigne le yoga du froid, le Tummo». J'ai dit: «Bon, bah, pourquoi pas, je vais». Donc on a fait un stage ensemble et puis en fait ça m'a beaucoup intéressée. Et donc à l'époque, c'était donc il y a 10-15 ans, c'était avec Maurice Daubard, qui est en fait, un Français, alors maintenant il a 90 et quelques, mais quand il avait 20 ans, il est parti au Tibet pour essayer de se soigner de la tuberculose. Il était en fait condamné, apparemment il était dans un sanatorium et on lui disait qu'il en avait plus que pour 1 an ou 2. Et puis un moine lui a dit: «Mais va au Tibet, ils vont soigner». Donc il s'est dit: «J'ai rien à perdre», il est parti au Tibet, il a appris, des techniques de Tummo, il est revenu en France, il a monté le Centre international de Tummo dans l'Allier, en Auvergne et heu et donc voilà, je suis allée le rencontrer. Alors je suis allée le rencontrer, après on a fait un stage avec lui et puis après je suis allée le revoir quelques fois pour approfondir. Mais en fait, je me suis rendu compte assez vite que sa pratique du Tummo, elle était très occidentalisée, dans le sens où, bah, il avait enlevé tout le côté, symbolique, notamment, parce qu'après moi j'ai approfondi de mon côté, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de symboles, des chakras, d'autres symboles, des visualisations avec les canaux énergétiques et ça il l'avait pas. Par contre, il avait des respirations qu'on trouve dans le yoga, que moi j'avais apprises par ailleurs en yoga, qui sont, Kapalabhati, Bhastrika, des respirations en fait où on active, le feu intérieur, la chaudière en fait, du ventre et puis du coup on hyperventile et avec cette hyperventilation, on produit de la chaleur. Donc physiologiquement en fait, ça s'explique, mais en fait, il y avait pas l'approche tibétaine. Bon, il y avait l'approche yoga un petit peu quand même parce que c'était un prof de yoga aussi, il est devenu prof de yoga, mais au niveau, spirituel, il y avait pas cet aspect-là. Donc il emmenait les gens dans l'eau froide, dans la neige, et en fait on vivait l'expérience du froid et on se rendait compte qu'il fallait passer par un lâcher prise
et notamment lâcher les peurs. Parce que finalement, ce qui est dangereux dans le froid, c'est la peur du froid. Mais une fois qu'on y est, en fait, il y a des sensations même très agréables alors j'allais dire de chaleur, bah oui, parce qu'en fait, comme c'est très froid, l'eau glacée, en fait, elle ne produit pas la sensation de froid, mais plutôt de brûlure. Et du coup, ou même c'est une sensation tellement différente du froid ou du chaud que, bah, en fait, on est juste saisi. Et si on l'accueille, cette sensation, bah, en fait, elle est agréable. Alors, il ne faut pas rester trop longtemps non plus parce qu'il y a quand même des risques, mais si on reste 10 minutes dans l'eau glacée, bah, en fait, ça peut être très agréable. Et en tout cas, c'est une super expérience de méditation. Pour moi, c'était vraiment une expérience de lâcher prise exceptionnelle et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait de lâcher les peurs, lâcher les croyances, les attentes et être vraiment dans le présent avec toutes les sensations et l'accueil. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses pour le connecter à l'approche, tibétaine et bouddhiste et du coup, je me suis formée un peu par moi-même en allant me documenter, en trouvant des ouvrages, en essayant de comprendre. Et puis en faisant le lien en fait avec le yoga, parce que comme je disais tout à l'heure, le bouddhisme tantrique et le yoga, surtout le yoga tantrique, sont très proches. Et donc notamment avec mon enseignant Walter Ruta, qui est donc dans la lignée de Sri 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 Satchitananda, il y avait pas mal de références justement à ces visualisations. Et du coup, j'ai pu puiser en fait dans cet enseignement-là pour remettre du sens. Donc entre cet enseignement, entre Maurice Debar et entre ce que j'ai pu voir en fait, dans les ouvrages, j'ai pu me refaire en fait, une approche du Tummo qui me semble beaucoup plus proche de la tradition. Et puis après, je me suis renseignée aussi, j'ai trouvé des articles de recherche, j'en ai traduit quelques-uns en fait, sur mon site. Des gens en fait qui sont partis dans des monastères, surtout de nonnes d'ailleurs, au Tibet et qui ont en fait, examiné leur protocole de Tummo, à la fois avec des outils, pour, mesurer la température, mesurer le rythme cardiaque, ce genre de choses et en même temps, essayer de mieux comprendre leur méthode et en fait, ce qu'ils ont montré, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça suffit pas de respirer. Donc si on fait enfin, ça peut être suffisant, la preuve, c'est que Maurice, il le fait et ça marche, mais je pense qu'il doit faire quand même aussi des visualisations, en tout cas de la méditation, même s'il ne l'enseigne pas. Mais en tout cas, les Tibétains, ils ont aussi tout un travail de visualisation avec les chakras et avec, les nadis, ces canaux énergétiques et ils ont montré dans ces articles de recherche qu'avec la visualisation, on peut atteindre des températures beaucoup plus élevées et tenir beaucoup plus longtemps. Donc en fait, le côté visualisation aide énormément. Et du coup, voilà, moi j'ai proposé des stages, pour que les gens s'initient à ces approches. Mais en fait, cette année, je me suis dit: «Mais heu, il y a il y a comme une incohérence». Je ne sais pas si je vais continuer en fait à proposer des stages, parce que je me suis rendu compte que c'était des techniques très puissantes, notamment avec les visualisations, que ça peut faire penser au yoga Kundalini un peu, parce que finalement on active Mmh. le chakra de dessous, on l'amène dans le canal central et voilà. Et qu'en fait les gens, s'ils ont des énergies, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire négatives, je ne sais pas si le terme est exact, mais s'ils sont un peu en déséquilibre énergétique, ben, comme on stimule l'énergie interne, on peut accentuer ces déséquilibres. Un peu comme en Kundalini, en fait, où finalement, c'est pas toujours recommandé de faire du Kundalini quand on n'est pas déjà stable. Alors, dans les pratiques de Tummo, il y a toute une approche justement pour stabiliser. Et c'est ça qui est bien, c'est que si c'est fait dans le contexte du bouddhisme tibétain, il y a tout un travail sur les conditionnements, les attachements, sur comment se purifier. Se purifier à la fois par des respirations, mais aussi par des pratiques quotidiennes. C'est un job du quotidien, en fait, finalement, cette pratique de Tummo. Alors, ça peut rejoindre des pratiques de méditation ou de yoga que les gens feraient. Donc, s'ils ont ces pratiques-là et qu'ils mettent du Tummo par-dessus, je dis pourquoi pas, c'est très bien. Mais si les gens ils arrivent en se disant bah, moi j'ai froid et je veux gérer le froid, je pense qu'il vaut mieux qu'ils fassent du Wim Hof en fait. Le Wim Hof, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Hollandais qui est très à la mode en ce moment, Mmh. qui fait du travail sur le froid, mais en dehors d'une approche spirituelle ou d'énergie subtile, même si forcément ça joue là-dessus. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il met en avant. Donc, si les gens ont un problème avec le froid, je pense qu'il vaut mieux qu'ils aillent faire ça. S'ils ont par contre envie d'aller explorer une approche énergétique, spirituelle, eh ben, c'est super. Le Tummo, c'est une super occasion d'aller vraiment se mettre dans des conditions un peu extrêmes
Parce qu'on peut méditer pendant des heures et se dire: «OK, je ne sais pas si ma méditation elle est bien ou pas». Quand on se met dans le froid, si notre méditation elle est pas bien, on a froid. Donc on est obligé d'être bien dans notre méditation, sinon on n'est pas bien dans le froid. Donc c'est un super, exercice pour, voir en fait où on en est de la méditation. D'accord, donc quelque part, heu, Tumo, c'est ce que je comprends, c'est que le fait de dégager de la chaleur ou de, entre guillemets, «lutter contre le froid», c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen de voir qu'on arrive à faire l'exercice correctement. Exactement, Et oui. donc en fait, ce n'est ça j'imagine que ça a une autre, dimension que cette dimension corporelle, une dimension plus spirituelle. Est-ce que vous transmettez ça également? Oui, alors j'essaye, même si c'est pas évident parce que les gens, ils viennent pas forcément pour ça. Donc du coup, en général, je leur dis: «Bon, vous êtes pas obligés d'adhérer à l'approche spirituelle. Par contre, ce qui est important, c'est» là, je le mets de plus en plus en avant, c'est d'avoir un comportement de vie qui fait que vous êtes de plus en plus stable au niveau de votre, corps énergétique et subtil, en fait. Subtil, c'est-à-dire émotionnel, par exemple. Heu, voilà, même si c'est pas une approche spirituelle, c'est au moins une approche de mode de vie Mmh. pour ne pas être dans des schémas d'addiction. Donc par exemple, dans le bouddhisme, du Tummo ou dans même les Yoga Sutras, il y a ces recommandations de modération, par exemple, sur l'alimentation, sur les modes de vie. Voilà, il y a besoin de cette modération. Il recommande aussi la recherche de vérité ou de sincérité, d'honnêteté, parce que en fait, ça va aussi avec un état d'être et d'esprit, heu, qui est nécessaire, en fait, pour avoir un corps qui peut accueillir la pratique de Tummo. Donc ça, c'est ce que j'essaie de transmettre. Après, s'ils veulent aller plus loin, je leur dis: «En fait, le Tummo fait partie des 6 yogas de Naropa, qui est devenu, un de mes centres d'intérêt». Et du coup, je leur dis: «En fait, ça fait partie d'un ensemble, et ça fait partie aussi du bouddhisme tantrique ou du yoga tantrique», parce qu'en fait, Naropa, c'était un yogi Mmh. qui venait d'Inde à l'origine. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, entre bouddhisme, yoga tantrique, c'est tellement, en fait, le même univers. Donc on peut appeler ça du yoga aussi au final. Oui, certains Heu, considèrent d'ailleurs que, tout le bouddhisme tibétain n'est qu'une, émanation, des tantriques, notamment du Cachemire, et qui, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec dans l'une de mes interviews avec Daniel Audier, qui explique justement ce moment de séparation entre ces différentes traditions. Et donc pour en revenir aux 6 yogas, que vous évoquiez, est-ce que, vous pratiquez d'autres de ces 6 yogas? Par exemple, j'ai vu sur votre site internet que vous évoquiez le yoga du rêve, qui est une pratique que moi je pratique, beaucoup, et que je trouve, que c'est une approche qui permet bah, de se rendre compte, d'avoir des réalisations sur la nature un petit peu «onirique» entre guillemets, du réel, et de comment s'approprier ou comment se ressentir la présence heu, de sa nature véritable, heu, je dirais. Est-ce que vous avez une pratique du yoga du rêve, et est-ce que vous le transmettez également? alors en fait, quand je me suis intéressée aussi yoga de Naropa, comme, c'est un des yogas de Naropa, je m'y suis intéressée aussi, mais assez récemment. Alors je faisais du yoga nidra, je transmettais le yoga nidra qui finalement quand on traduit yoga nidra, c'est yoga du rêve, mais c'est une pratique quand même un peu différente où on guide les gens dans un état moitié endormi, à moitié éveillé et on les relaxe et on leur fait visualiser des choses. On travaille beaucoup sur l'inconscient. Heu, donc ça, j'en faisais et je le transmettais aussi. Mais travailler sur vraiment la partie nocturne, ça, finalement, en fait, je l'ai approfondi il y a 2 mois parce que j'ai fait un mois de retraite, avec, l'auteur du bouquin, qui s'appelle, «Yoga tibétain du rêve et du sommeil», Namgyal Rinpoché, Tenzin Namgyal, hein, Oui, Tenzin? oui, c'est Wangyal, Wangyal, c'est Wangyal ça, Rinpoche. Wangyal Rinpoché, oui. Et son prénom, c'est quoi le premier? À C'est chaque fois, je Tenzin. mélange, c'est ça?
Et du coup, il proposait une retraite d'1 mois en ligne. Alors ça, c'est merci le confinement, c'est que du coup, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de faire des retraites avec, des grands enseignants et qui sont à l'autre bout du monde, donc on peut suivre ces enseignements. Et donc voilà, j'ai assisté à cette retraite d'1 mois, et j'ai vraiment pu approfondir, vraiment dans l'approche tibétaine, des yogas de Naropa. D'ailleurs, juste une parenthèse, mais à l'origine, on parle de Naropa qui était un moine, du XIe siècle, indien du coup, mais qui allait quand même transmettre, en tout cas ses descendants ont transmis au Tibet. À l'origine, c'était une femme qui lui a transmis. Mmh. Je me souviens plus son nom, mais voilà, juste pour la petite anecdote que les femmes ont quand même une place importante, même si elles ne sont pas toujours reconnues dans ces transmissions. Et du coup, donc dans cette retraite, là, j'ai vraiment pratiqué le yoga du rêve. J'imagine que c'est celui que vous faites, dans votre partie nocturne. Et c'était vraiment passionnant, passionnant. Là, je me suis dit: «Mais il y a tout un univers à explorer, c'est tellement gigantesque». Plus je me rends compte que j'avance dans ces questions sur la conscience, plus il y a des portes qui s'ouvrent et waouh, je me dis: «Oh là là, j'aurais pas assez d'une vie pour explorer». Mais ça tombe bien, donc comme on en a plusieurs, peut-être, ça tombe bien. Et alors du coup, moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans les yogas Naropa, c'est qu'il y a une cohérence d'ensemble. Donc dans le Tummo, en fait, on est invité à percevoir, ce qu'ils appellent, le corps transparent. Alors au début, je me disais: «Mais pourquoi le transparent? Je comprends pas». En fait, c'est plutôt le côté, justement, non matériel du corps. Quand je parlais du corps énergétique, c'est qu'en fait, on va vraiment s'intéresser à l'aspect, énergétique du corps. Donc dans le côté un peu transparent, c'est-à-dire qu'il a pas on est au-delà du côté matériel et heu et après, grâce à cette pratique-là, ça enrichit en fait la pratique d'après qui est, justement le yoga du rêve, dans lequel là, on est invité à voir la claire lumière, qui s'appelle, la claire lumière. Donc là, pareil, je me suis dit: «Mais quoi? C'est quoi la claire lumière?» En rapprochant ça de l'enseignement de Mingyur Rinpoche, du coup, je me rends compte que finalement, c'est cette clarté, de l'esprit qu'on essaie de percevoir, en dehors de ces manifestations illusoires qui sont produites dans les rêves et dans la vie quotidienne. Ce qui, moi, m'a au début, quand j'ai fait la retraite, le plus perturbée, c'est, cette invitation, en fait, à voir la vie quotidienne comme un rêve, donc fait d'illusions. C'est ce qu'on nous propose aussi dans les pratiques bouddhistes ou même dans les Yoga Sutras, qu'en fait, de voir la vie comme une illusion, de même nature que les rêves sont une illusion. Et au bout d'un moment, en fait, les rêves deviennent aussi réels que la vie quotidienne et on ne sait plus trop, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas et en fait, tout l'est de la même manière, c'est-à-dire, comme une production de notre esprit et donc c'est une invitation, vraiment intéressante à mieux comprendre l'inconscient. Alors nous, en Occident, on utilise le terme d'inconscient, mais je ne suis pas sûre que ce soit le plus approprié. Moi, ce qui me fascine, c'est que toutes ces traditions ont des concepts beaucoup plus élaborés que nous pour parler de ces états de conscience. Parce qu'ils ont des noms très différents à chaque fois pour les décrire. Et nous, bah, on a quelques mots. Alors quand on essaie d'en parler comme ça aux autres, ben, on est assez dépourvu de mots. Donc je vais parler de l'inconscient, mais ça serait pas le mot idéal en tout cas pour en parler. Effectivement, en fait, sur, cette thématique de la conscience, c'est vrai que enfin, à mon sens, la différence qu'on peut retrouver entre, les, entre guillemets, «philosophies occidentales et orientales», c'est qu'en Occident, si on regarde un petit peu la thématique de la philosophie de la conscience, c'est resté quand même quelque chose de très intellectuel et où il n'y a pas de pratique pour expérimenter, vraiment, des découvertes qui peuvent être faites intellectuellement, mais si elles sont pas expérimentées, si elles sont pas réalisées et du coup, je pense que c'est un peu le pas, qu'on fait, le pas supplémentaire, qu'ont fait toutes ces approches, orientales. C'est-à-dire qu'il y a une, expérimentation directe, de tout cela sans que ce soit juste, heu, l'aboutissement d'une réflexion mentale, quoi Et et ouais, c'est ça qui est exceptionnel, c'est de pouvoir mettre en pratique des concepts, c'est que ça reste pas juste des concepts. ouais.
Alors que dans la philosophie occidentale, ben, on est beaucoup confronté à des concepts. Et moi, ça m'a manqué. C'est pour ça que j'ai été tellement attirée par la philosophie orientale et même par la spiritualité globalement, parce qu'il y avait cette mise en pratique. Et alors, Et je trouve ça super. justement, pour changer de dimension, là, et pour repartir un peu dans le monde des concepts, vous avez tout à l'heure abordé la thèse que vous avez rédigée sur la comparaison des physiciens indiens et français autour de l'interprétation du réel et de la physique quantique. Est-ce que, donc là on est un peu sans transition, on change de braquet, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette thèse et ce que vous en avez retiré? Donc je mettrai le lien de la thèse qui est disponible sur internet. Je mettrai dans la description de la vidéo pour que les auditeurs puissent avoir de la lecture cet été. Et donc, qu'est-ce que vous en avez retiré et surtout, quelles conclusions vous en avez retiré sur bah, quelque part, on va dire, le conditionnement culturel sur la capacité d'un être humain à appréhender le réel? Alors, bon, ce qui m'intéressait dans cette thèse, moi, c'était d'approfondir la philosophie indienne et en même temps de mieux comprendre la physique quantique que j'avais appris, mais de manière un peu pratico-pratique, en gros, avec des équations, mais pas dans le fondement philosophique qui était derrière. Et en fait, comme je me rendais compte que souvent dans les stages de yoga ou de développement personnel, les gens faisaient référence à la physique quantique comme une validation de leur théorie. Moi, ce qu'on m'avait appris, je me disais: «Mais non, bon, on m'a juste appris des équations, ça valide rien du tout, je vois pas pourquoi ils font ce lien-là?» Et du coup, ben, je me disais: «Est-ce qu'il y a vraiment un lien à faire ou pas?» Et du coup, bah, je suis passée par l'université parce que même si j'avais été déçue, en fait, de l'approche justement scientifique où il y a pas d'expérience, où on jongle avec des concepts, je me suis dit: «Bon, bah, je vais quand même passer par l'université pour aller approfondir, au moins une bonne fois pour toutes, aller me confronter aux concepts de manière, vraiment dure pour pouvoir en sortir justement». Donc c'est ça que ça m'a apporté beaucoup, c'est d'aller me confronter aux concepts pour pouvoir les lâcher en fait, au final. Mais au moins je sais mieux de quoi on parle, quelque part. Et du coup, ben, ce que moi je peux en dire maintenant après 4 ans de thèse sur la physique quantique, qu'on ne peut pas l'utiliser pour extrapoler des choses en fait. C'est une construction surtout basée sur des équations qui permettent de prévoir la trajectoire des particules, mais au niveau philosophique, en fait, il y a autant d'interprétations qu'il y a de physiciens. Donc j'ai interviewé 70, plus de 70 physiciens, français ou indiens, et en fait, chacun va utiliser la physique quantique pour valider leur préconception ontologique du monde, c'est-à-dire leur manière de voir le monde. Donc s'ils voient le monde déterministe, eh ben, ils vont considérer que la physique quantique elle voit le monde déterministe. S'ils le voient de manière indéterministe, ils vont trouver dans la physique quantique de quoi le justifier. C'est tellement vaste et ouvert qu'en fait, on peut effectivement utiliser la physique quantique pour justifier plein de choses. Ça, c'est une première chose, c'est de dire que finalement, elle ne peut pas valider une conception du monde. Par contre, là où finalement elle est très utile, c'est qu'elle vient balayer justement toutes nos croyances, toutes nos présuppositions sur le monde. Et l'idée de se dire qu'en fait, on ne sait pas, on ne sait rien. C'est juste ça qu'elle nous dit. On croyait que le monde, justement, pouvait être prédictible avec des équations newtoniennes. Ben non, en fait, il ne l'est pas. On croyait que les choses étaient séparées. Ben non, en fait, elles ne le sont pas tant que ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, en fait. Quand je dis elles ne le sont pas tant que ça veut dire que dans certains contextes, et notamment quand les particules sont intriquées, effectivement, elles vont interagir à distance. Alors en fait, interagir à distance, je pense que du coup, la notion d'espace n'existe pas non plus. C'est-à-dire que ça remet en cause la notion d'espace, ça remet en cause la notion de temps aussi, puisque en fait, ouais, je pense que ça balaye nos croyances et c'est en ça qu'elle est vraiment super, c'est que, elle nous fait justement voir que le monde est illusoire et que, c'est surtout notre esprit qui va l'interpréter. Qu'il y a comme ce potentiel que les bouddhistes appellent la vacuité, qui est là et que notre esprit va interpréter des choses.
Alors après, il y avait des questions aussi super intéressantes sur est-ce que l'observateur, ou la conscience de l'observateur modifie l'état de la particule. Donc ça, il n'y a pas de réponse vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un objet macro, c'est-à-dire suffisamment gros pour être plus dans le monde des particules, donc tel qu'un humain ou un expérimentateur, eh ben oui, ça va perturber. Mais c'est un peu comme si vous mettiez, vous mettez quelqu'un dans votre pièce, forcément, il vous perturbe parce qu'il est là et que ça change la tonalité de la pièce. Ben là, c'est pareil. L'observateur va perturber les particules, forcément. Mais en tout cas, la physique quantique, elle s'applique au milieu microscopique, c'est-à-dire sous une certaine échelle de matière. Au-delà d'une autre échelle, c'est d'autres lois qui vont être en vigueur. Mais il peut y avoir des phénomènes quantiques qui se produisent quand même à une certaine échelle plus grosse. Donc, ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas absolu. C'est qu'il y a cette interaction d'échelle. Et encore une fois, c'est plus une question de niveau et d'interprétation, en fait. Mais en tout cas, c'est voilà, une super occasion d'aller déconstruire nos croyances. Moi, j'adore déconstruire les croyances, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que la physique quantique est souvent utilisée pour essayer de décrire un absolu, alors qu'en réalité, c'est comme vous le dites, une méthode d'explication de phénomènes, donc de choses qui apparaissent et disparaissent et qui sont expérimentées par un observateur, par une conscience, donc quelque chose qui a un caractère plus absolu que la physique quantique, je dirais, puisque c'est sans observateur, il n'y a pas d'observation. Et donc, c'est vrai qu'utiliser la physique quantique, et surtout, on le retrouve beaucoup dans le développement personnel je dirais un peu à l'américaine, où on dit ah bah c'est quantique, donc c'est que ça doit être bien quoi. Mais, euh, mais en réalité, c'est juste un autre outil euh, qui permet éventuellement de prévoir ou pas prévoir certains comportements et encore au niveau microscopique. Donc c'est un peu c'est un peu illusoire d'utiliser ça à toutes les sauces. Alors que ce n'est qu'un, moi j'aurais tendance à dire ça, ce n'est qu'un phénomène encore de plus, euh, entre guillemets illusoire, parce qu'il euh, n'est que sujet à interprétation, donc ça ne peut pas être un absolu, puisque c'est un objet qu'on observe. Et du coup, ça ramène à cette idée que finalement, l'esprit est créateur de ce qu'il observe. Alors, certes, il y a des choses qui existent au niveau matériel, indépendamment de l'esprit, mais il y a une telle interdépendance que de toute façon, on ne fait que perturber ou en tout cas interagir en permanence avec ce qui nous entoure. Et du coup, on crée cette réalité aussi en permanence. Et même par définition, même si on reste dans une conception assez terre à terre, lorsqu'on regarde quelque chose et qu'il y a des images qui sont devant nous, en réalité, c'est une reconstitution de la réalité, même si on adopte je dirais une philosophie de la conscience plutôt matérialiste et qu'on considère qu'il y a quelque chose en dehors de la conscience, ce qui nous est donné à voir ou à ressentir, ce ne sont que des signaux électriques qui interprètent le réel auquel on n'a pas vraiment accès. Et donc, quelle que soit la perspective que l'on prend, en réalité, c'est nécessairement illusoire. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est une carte. Mais est-ce que c'est réellement le réel? Ça, chacun est libre de croire cela. Et ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur la nature illusoire des rêves, par exemple, ou de la réalité. Cette construction des illusions, on la produit au quotidien et dans nos rêves, de la même manière, en fait, quelque part. Et ouais, la transition entre rêve et réalité, elle se fait parce que l'esprit est créateur de son monde, en fait. Et toute l'invitation, justement, pour revenir sur le yoga du rêve, c'est d'avoir conscience des moments où on est en train de produire ces illusions. Donc finalement, c'est tout ce qui est rêve éveillé, par exemple, ou rêve lucide, de remettre de la clarté
et de la présence à chaque instant pour voir comment on est en train de construire nos illusions. C'est intéressant parce que du coup, ça sert à plein de choses, mais ça reste quand même des constructions. Oui, puis ça permet aussi de, voilà, même d'un point de vue purement quotidien, la vie de tous les jours, de remettre un peu le holà sur ces jugements hâtifs qu'on peut avoir sur une situation, ses croyances, même d'un point de vue, je dirais, sans être particulièrement spirituel, mais juste d'un point de vue vraiment pratique de la vie de tous les jours, ça apporte un recul, on va dire, sans avoir un désengagement, mais un recul qui permet d'avoir une vie un peu moins agitée. Ouais, Euh, voilà, ce recul et aussi cette possibilité de le transformer. Dans la retraite de yoga du rêve, il y avait cette proposition de dire, mais en fait, quand vous devenez lucide, présent dans vos rêves, vous pouvez les transformer. Ça peut être pareil aussi dans le quotidien. Ce que vous faites dans le quotidien, vous pouvez le transformer de la même manière aussi. et alors, ça m'amène à une autre thématique, un petit peu plus ambitieuse, si on peut dire. C'est qu'on parle du rêve et de le fait de se réveiller dans ses rêves, de prendre conscience de la nature illusoire du rêve et que en réalité, le monde qu'on expérimente n'est qu'un produit de notre esprit ou de notre inconscient, peu importe le terme. Et, euh, et les Tibétains et les différentes traditions considèrent que c'est une sorte de métaphore de l'éveil qu'on peut atteindre également à l'état de veille, entre guillemets, quand on se débarrasse justement des illusions et de l'ignorance de sa vraie nature. Alors, quelle est votre définition de l'éveil ou de la libération? Si vous en avez une, Mmh. qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que ça implique? Il y a autant de définitions de l'éveil que de, que de traditions, on va dire, et les implications ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour certaines traditions, atteindre l'éveil, c'est être omniscient, omnipotent, et devenir une sorte de Superman, je veux dire, sans juger, bien sûr. Et puis pour d'autres, c'est une conception un peu plus pragmatique, on va dire, et peut-être un peu plus pédagogiquement, un peu plus actionnable, on va dire. Et donc quelque chose d'accessible à tous. Qu'est-ce que vous, vous en pensez et quelle est votre expérience? Mmh. J'aime bien la dernière question, quelle est mon expérience? Parce que ce que j'en pense, c'est complexe, mais je vais quand même essayer de le dire. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle «Je cherche l'éveil, vous ne l'auriez pas trouvé par hasard» et ça fait des années que je l'ai écrit, en fait. Je ne sais pas si je le terminerai un jour parce que finalement, peut-être que je le terminerai quand je l'aurai trouvé. Mais en tout cas, je me rapproche. En tout cas, ouais, et du coup, dans ce livre-là, j'essaie de donner des définitions à l'éveil et effectivement, heu, moi, ma définition, ça serait un peu comme dans les Yoga Sutras, cette idée de libération. Libération du coup de cette dépendance à la nature illusoire dont on vient de parler, du monde, avec une mise en clarté. Simplement de voir clair et de pouvoir enlever ces couches. Je disais tout à l'heure, j'adore déconstruire les croyances. En fait, j'aime les déconstruire parce que je me dis que si je déconstruis les croyances, j'enlèverai des couches. Des couches qui me voilent en fait la réalité. Donc pour moi, l'éveil, c'est cette idée que, «Ah enfin j'enlève ce voile et je vois clair». Donc il y a cette idée de clarté et ça rejoint ce que dit d'ailleurs Mingyur Rinpoché sur, la nature de l'esprit qui est à la fois vacuité et clarté. Mais vacuité vraiment comme, pas comme un vide, mais comme un potentiel justement de voir ce monde interdépendant, relié. Donc ouais, libération et clarté pour moi ça serait ça, la définition conceptuelle. Après au niveau de mon expérience, j'ai l'impression qu'en fait, des moments d'éveil, j'ai pu en avoir de manière, très succincte, enfin des comme des flashs à des moments de méditation ou pas des fois, juste en marchant dans la nature ou, des fois de manière incongrue. Enfin, le plus souvent quand même dans des pratiques quand même de méditation, sinon on se dirait: «Ça sert à quoi de faire tout ça si ça peut juste venir,
d'un coup. C'est une vraie question, ça aussi. C'est une vraie question. D'ailleurs, il y a des gens à qui ça arrive d'un coup. Et je pense que quand ça arrive d'un coup et que ça n'a pas été préparé, bah, ça ne fait pas le même effet que si ça a été recherché et que du coup, on se dit, ah bah c'est ça, on peut le classer quelque part et se dire, bah oui, c'est ça. J'ai lu un texte super il n'y a pas longtemps de Éric Sablé qui traduisait un auteur bouddhiste du XVIe siècle. Euh, alors peut-être que c'était Mahamudra, son bouquin, parce que j'en lis plusieurs en ce moment, mais je pense que c'est celui-là. Et en fait, dedans, il explique le cheminement vers l'éveil en 4 grandes étapes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit qu'en fait, dans la première étape, on peut avoir des flashs, c'est-à-dire on a des moments d'éveil, mais en fait, la progression, elle se fait quand ces moments durent de plus en plus longtemps. J'ai fait une retraite il n'y a pas très longtemps en ligne avec Mingyur Rinpoche. Et, il y a un participant qui disait oui, mais bon, à quoi ça sert que vous passiez des années dans vos monastères à faire des retraites si en fait l'éveil, il est juste là, disponible tout le temps, à chaque instant. Et il a dit, mais en fait, c'est parce que c'est pas difficile d'en avoir des moments comme ça. Ce qui est difficile, c'est de l'avoir en permanence, en tout cas de faire durer cet instant-là. Et du coup, j'aime bien Mingyur Rinpoche aussi dans cette approche de short time, many times, c'est-à-dire essayer des petits moments, mais le plus souvent possible, de faire ressurgir cette conscience, de voir à travers les couches. Et du coup, effectivement, l'avoir vécu une fois au moins, je le souhaite à tout le monde, parce que du coup, il y a cette envie de retrouver cet état. Et ben après, on peut se dire, mais oui, je connais un peu le chemin. Donc, dans ma méditation, je peux travailler pour retrouver ce chemin plus rapidement. Et plus on pratique, plus le chemin, on y revient rapidement. Il n'y a plus besoin de toutes ces étapes. On sait à peu près se retrouver, on sait aller plus rapidement. Et du coup, il y a vraiment quand même cette idée d'entraînement. Il y a ceux qui disent oui, mais tout est là, l'éveil, il est accessible tout le temps. Oui, mais pour y accéder tout le temps, il faut quand même un certain entraînement. Il faut avoir eu ce déclic et se dire ah bah, ok, je reconnais, il est là et je sais comment y retourner en fait. Il y a certains enseignants qui vont dire donc il y a une voie progressive et une voie directe. Et pour pour bien pratiquer la voie directe, donc celle qui ne demande pas d'entraînement, il faut au moins 20 ans. Hein. Donc, quelque part, en fait, on revient à une pratique. Et pour en revenir à Mingyur Rinpoche, je crois que c'est son père, Tulku Urgyen Rinpoche, qui enseignait ça à l'époque, parce qu'il est mort maintenant. Mais c'était vraiment ça, c'est dans la journée, essayer d'avoir des petits moments d'éveil, des aperçus. Euh, En anglais, c'était traduit glimpses, je crois, plusieurs fois dans la journée. Et ça permet de ne pas avoir une pratique trop compliquée, c'est-à-dire ne pas avoir à être assis, à suivre sa respiration pendant des heures, bien que ça peut avoir son utilité également. Mais et voilà, c'est une approche où, oui, alors effectivement, tout est déjà là, mais il faut le voir. Hein. C'est comme quand on n'est pas attentif à quelque chose, bah, on ne le voit pas. On n'est pas attentif aux gens qui nous entourent, bah, on les voit plus. Bah, l'éveil, c'est un peu pareil quelque part. C'est là, mais il faut le voir. Il faut s'en rendre compte hein, à un moment. Ouais, sortir du fonctionnement automatique du mental. C'est le premier sutra des Yoga Sutras qui dit Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, c'est l'arrêt du fonctionnement automatique du mental. Et quand en fait on arrête ce fonctionnement automatique, et ben là, en fait, surgit la clarté. Et ça peut se faire exactement comme vous dites, c'est en épluchant des haricots, en parlant, en mangeant. À chaque instant finalement devient une occasion de mettre ça en pratique. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire une pratique assise formelle, parce que je pense que les deux s'enrichissent l'une l'autre. Oui, et puis il y a peut-être des moments dans la vie où on sera plus disponible pour une pratique plus formelle, et puis il y a des moments où on le sera moins, et, euh, et peut-être qu'il faut aussi, voilà, pas le plus difficile à un moment de la pratique, j'ai l'impression que c'est de plus avoir de séparation, en fait, de plus avoir de séparation entre le moment où on pratique et le moment où on ne pratique plus, le moment où on est assis sur son coussin et le moment où on va se retrouver avec son collègue de travail qui va appuyer sur certains de
nos boutons, on va dire, et toujours être là à reconnaître quelque part sa nature. Donc voilà, comment passer de cette étape de juste, je pratique le matin mes 20 minutes, comme ça je vais passer une journée qui va être à peu près potable, et comment est-ce que je peux garder ça toute la journée. Donc c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Je trouve que ça aide beaucoup quand même de pratiquer le matin, ne serait-ce que 10-20 minutes pour changer justement la nature de la journée qui va avoir une tonalité différente. Alors, puisqu'on parle de pratique, est-ce que, en tant qu'enseignante de yoga et de méditation, vous auriez des recommandations lorsqu'un pratiquant, quelle que soit sa tradition d'ailleurs, parce qu'au final, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est un entraînement de l'attention et de la reconnaissance de la conscience, donc on est un petit peu quel, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui ferait face à des difficultés dans sa pratique? Que ce soit une perte de motivation, une perte de sens, ou à des difficultés un peu plus problématiques. Tout à l'heure, vous évoquiez, par exemple, les problèmes d'énergie qui peuvent, des blocages d'énergie qui peuvent apparaître dans le yoga Kundalini ou dans Tummo. Donc, quelle est la meilleure démarche ou la meilleure chose à faire quand on rencontre des difficultés? Parce que j'imagine que Déjà, je vous dirais, rencontrez des gens qui en ont. oui, il y en a pas mal, j'en rencontre pas mal. Je dirais lâcher prise déjà, parce que vous avez dit, bon, il y a de la vigilance, mais il y a de la vigilance et du lâcher prise. Et les deux se combinent. La plupart des gens que je vois, ils ont du mal à lâcher prise. C'est surtout ça leur problématique. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout, mais ça veut dire quelque part qu'on fait confiance que la nature fait bien les choses et qu'il y a des moments où si ça ne va pas dans notre pratique, et ben, juste accepter que ça n'aille pas et OK, ben, ça ne va pas, mais pas forcément chercher à renforcer, à restimuler, attendre que ça s'apaise. Et après, ce que je préconise le plus, c'est vraiment d'avoir une discipline quotidienne. Je trouve que la discipline, en termes de rituel quotidien, ça évite la dispersion. Ça évite de se faire happer quand la vague émotionnelle est trop forte ou qu'il y a des événements extérieurs qui nous chamboulent. On peut toujours s'ancrer et se raccrocher à la discipline. Donc, je conseille à tout le monde, moi, d'avoir une petite pratique à la fois corporelle et méditative et respiratoire. Et du coup, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mon yoga en 10 minutes par jour, parce que je rencontrais beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps, qui me disaient ben, moi, j'ai pas le temps. Donc, en dehors du fait de, comme on disait tout à l'heure, méditer au quotidien, short time, many times, je bois un café, je discute, ok, j'ai des micro-flashs, mais aussi avoir vraiment un ancrage, de préférence avoir une heure un peu calée, parce que ça contribue aussi à l'ancrage. Alors, si on a plus que 10 minutes, on peut faire 20, 30, c'est super, mais au moins avoir 5 minutes, Mmh. parce que c'est ça qui fait qu'on ne va pas être pris dans le fonctionnement automatique. C'est cet instant-là qui va nous poser. Et donc, d'avoir une pratique corporelle pour justement éviter les déséquilibres énergétiques, c'est vraiment ça qui va permettre que ça circule dans le corps, qu'il n'y ait pas de blocage. C'est le principe du yoga postural, c'est vraiment de faciliter cette circulation. Et on dit esprit sain dans un corps sain. Il faut que le corps soit sain aussi pour que l'esprit soit épanoui. Alors on peut méditer quand on est malade, mais c'est beaucoup moins, en général, moins efficace. Alors si, ça peut aider beaucoup à gérer la maladie, mais en tout cas, c'est important de préserver son corps. Et du coup, je parlais des disciplines aussi quotidiennes, comme la modération, comme l'honnêteté, ce genre de choses qui sont des principes. Les Yoga Sutras appellent ça les yamas et les niyamas, c'est les règles de vie en fait, qui permettent justement de ne pas être trop soumis à des difficultés. Donc à la fois pour le corps et puis travailler sur le souffle. Le souffle, ça aide énormément. Les gens qui sont en difficulté, vraiment faire un travail de purification par des respirations équilibrantes, purificatrices, comme Nadi Shodhanam ou comme
les 9 purifications, une pratique tibétaine, Mm. mais qui ressemble à l'Adishodhana, mais qui est vraiment, vraiment très efficace pour apaiser le mental. Voilà. Donc, idéalement, avoir vraiment une pratique quotidienne, même si elle est courte, avec un peu de travail corporel, un peu de travail respiratoire et un peu de méditation formelle. Et accepter que les moments où ça n'aille pas, c'est des moments où il faut juste lâcher ça et ça reviendra. Vous abordiez les yamas et les niyamas, c'est ça? Je ne Ouais, suis pas sûr que je prononce bien. ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus sur cette importance de quelque part de l'éthique, ou du comportement, ou de ce qu'on renvoie dans le monde pour soutenir la pratique? Quelles sont vos Ça peut idées là-dessus? rejoindre aussi une question sur est-ce que la pratique, c'est une pratique qui vise juste le développement personnel ou est-ce que en fait on fait ça aussi pour les autres? Moi, je trouve ça super important d'avoir cette dédicace à la fin dans toutes mes méditations, soit que je les guide, soit que je les fasse pour moi. Je termine par une sorte de dédicace où j'ai cette volonté de transmettre les bienfaits de la pratique à d'autres. Ça, je l'ai appris du coup dans la pratique bouddhiste et je trouve que ça change vraiment la manière dont on vit notre propre pratique, qui n'est plus forcément destinée qu'à nous, mais qui est destinée aussi pour le bien de tous. Et du coup, ça change l'intention aussi dès le départ de pourquoi je pratique. Je pratique pour moi, certes, parce que j'ai envie d'atteindre l'éveil ou j'ai envie d'aller mieux, mais j'ai aussi envie de contribuer à ce que le monde fonctionne mieux. Et donc, on revient à la question d'écologie qu'on avait abordée au début. C'est euh, comment le fait de travailler sur ma conscience peut me permettre aussi d'être quelqu'un qui est plus en phase avec les enjeux écologiques. Donc, dans les règles de vie, en fait, donc les yamas et les niyamas, c'est des choses qu'on peut retrouver un peu dans toutes les sociétés. C'est des règles d'honnêteté, de vérité, de modération, alors de pureté, c'est-à-dire plutôt par rapport au corps, là. Voilà. Bon, ça vient d'Inde, alors du coup, des fois, c'est interprété sur l'alimentation, ce genre de choses qu'on n'est pas obligé d'adopter. Mais cette idée de prendre soin du corps, en tout cas, ouais, ça, c'est important. Je ne me souviens plus de toutes les règles de vie, mais il y a des règles de vie vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et, et ouais, je pense que c'est super important de remettre ça dans un cadre global, en fait. Et de transmettre finalement. Pourquoi ça me semble si important? C'est parce que finalement, quand on recherche ces états de conscience, c'est parce qu'on recherche ce qu'on peut appeler l'amour. C'est ce que les chrétiens appellent l'amour, quelque part. Mais pour pouvoir le recevoir, il faut pouvoir le transmettre. Et donc, c'est comme si on faisait circuler quelque chose, en fait. Et par cette dédicace à la fin, on rejoint en fait les pratiques de compassion qui sont proposées dans le bouddhisme, qui sont finalement juste des intentions de partage et d'interaction de cet amour universel. Ça serait la transposition qu'on aurait en fait dans le monde chrétien de toutes ces pratiques-là. C'est vrai que si on regarde bien les différentes traditions, moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est un petit peu les points communs qu'on peut retrouver dans toutes les traditions mystiques et spirituelles. C'est, on a différents axes. Et, par exemple, si on parle du bouddhisme, il y a trois axes pour avoir un chemin complet, un chemin vers l'éveil ou dans d'autres traditions, on pourrait dire vers Dieu ou la nature, ou que sais-je, ou sa nature de Bouddha. C'est d'abord pour la préparation à tout ça. Dans le bouddhisme, ça s'appelle Sila ou Shila, c'est selon la prononciation. Donc c'est l'éthique, le comportement, avoir ne, ne pas être une épine dans le pied des autres, quoi, quelque part, hein, et pouvoir apporter quelque chose de contribuer de façon positive. Ensuite, il y a la concentration, donc samadhi, qu'on trouve dans le yoga. Et d'ailleurs, il y a une inspiration très forte, hein, du yoga dans le bouddhisme. Hein, et ensuite, il y a la sagesse, donc c'est le troisième acte, prajna, qu'on retrouve également dans le yoga. Et c'est un peu ces trois axes qui peuvent être divisés en 7, en 8.
D'ailleurs, je remarque que les différentes traditions orientales, ils aiment bien les listes, avec des numéros et il y a toujours les 4 ou les 5 ou les 6 ou les 7. Mais en fait, on en revient à ça, c'est-à-dire que d'abord, il faut essayer d'apaiser son mental, de ne pas trop l'éparpiller. Pour ça, il faut quand même avoir une vie relativement ordonnée pour pouvoir avoir accès à une sorte de transcendance qui ne soit pas non plus une fuite du quotidien. Donc, et, euh, et c'est assez amusant de voir qu'au final, si on met des étiquettes différentes avec traditions différentes, des coutumes différentes, des, des façons de célébrer différentes, toutes ces traditions, au final, le cœur reste le même. Et c'est un petit peu moi ce que j'essaye au travers de ces entretiens que je peux avoir avec différentes personnes de différentes traditions, j'essaie d'élargir un petit peu, c'est de montrer qu'au final, on a tous quelque part cette volonté de transcendance et quel que soit le chemin qu'on prenne, si qu'on prenne, bref, si on le fait de façon authentique, on peut atteindre quelque chose qui soit pour nous et pour les autres bénéfique, on va dire. Je voulais aborder, pour terminer, un petit peu votre activité actuelle et vos différentes formations ou stages ou retraites à venir. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont vos projets là et les publications que vous allez faire également? Eh bien, ouais, j'ai différents projets. Donc, j'ai ce bouquin dont j'ai parlé là, «Je cherche l'éveil», vous ne l'auriez pas trouvé. J'ai aussi, donc le bouquin «Mon yoga en 10 minutes par jour», je voudrais lui rajouter lui faire mon yoga et ma méditation en 30 minutes par jour. Ah, on augmente un petit peu la durée, bon. La durée. Avec le confinement, les gens ont trouvé du temps, donc du coup mais il y a cette idée que, ben, en fait, moi j'avais mis plutôt l'avant sur le côté postural. Maintenant, je voudrais aussi proposer un vrai protocole de méditation. Parce que je vois plein de gens qui savent pas trop comment méditer et bon, il y a des propositions partout. Moi, je me suis fait un petit protocole de la même manière que je m'étais fait mon petit protocole de postural. Donc là, ce sera un protocole, voilà, en 30 minutes, postural, respiration et méditation, en ayant quand même, au moins 15 minutes de méditation et voilà, avec ce travail sur l'ouverture du cœur et choix des supports, ce genre de choses. Et sinon, bah, l'Institut Fugis que voilà, que j'espère on va pouvoir déployer, pouvoir, vraiment tisser des liens entre science, conscience et écologie. Ça, c'est vraiment mon projet, réunir les 3. Donc on va essayer de faire des colloques. Là, on anime un stage, mais qui commence dans 2 jours, qui s'appelle Yoga et transformation et du coup de la formation d'enseignants de yoga aussi qui va avec et voilà. Après à la rentrée, j'ai toujours quelques stages, je ne sais pas si je vais faire des stages de Tumo cette année, c'est la grande Ah. question. Il y a eu une grande demande l'année dernière parce qu'en plus pendant le confinement, il faisait froid, on pouvait aller dehors, ça faisait partie des rares, activités qu'on pouvait faire donc j'ai fait pas mal de stages de Tumo et c'est là où je me suis dit: «Mais est-ce que c'est juste?» Donc je suis encore en réflexion, sur ça. Parce que comme vous disiez, c'est vraiment une tradition, qui fait partie de tout un contexte et est-ce qu'on peut l'aborder comme ça en un week-end? Voilà, ou alors en mode vraiment initiation, on se trempe dans l'eau glacée, on découvre ce que c'est, pourquoi pas? Et puis si ceux qui veulent aller plus loin, approfondir. Voilà pour les projets et puis, bah, toujours le site internet que je vais, enrichir, essayer D'accord. Bah, d'enrichir. de toute façon, je mettrai tous les liens pour pouvoir vous contacter, vos différentes publications, notamment le yoga mon yoga en 10 minutes par jour, c'est ça? Ouais, C'est ça. c'est Je ça. mettrai tout ça pour qu'ils puissent vous contacter. Bah, je vous remercie, d'avoir, participé à ce petit échange, Merci. que j'ai beaucoup apprécié Moi aussi. et je vous souhaite, une bonne animation de retraite c'est dans 2 jours, c'est ça? Ouais. OK et un bon week-end également, puisqu'aujourd'hui on est samedi, le jour d'enregistrement de cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors,